Salut les mecs. Alors aujourd'hui, on va parler d'un animé complètement fou, c'est-à-dire Afro Samurai. Et ce qui m'a donné envie de vous faire cette très longue vidéo, c'est qu'il y a quelques temps, il y a en fait pas mal de mois de cela, j'avais sorti un post, effectivement, sur YouTube, avec mon top 15 mangas et animés préférés. Et dans ce classement, bon, évidemment, j'ai mis d'abord Ashita no Goat, comme il se devait, mais j'avais quand même mis également, oui, Afro Samurai, à la 10e place. Et ça a provoqué exactement la réaction à laquelle je m'attendais, c'est-à-dire, quoi ? Comment ça, Afro Samurai est dans ton top? Je veux dire, qu'est-ce qu'un animé qui ressemble à un clip de rap sous cocaïne fait à côté de Goatzerk, de Vagagoat, de Goat X Goat et de Ashita no Goat? Et je comprends totalement la réaction, parce que vu de l'extérieur, Afro Samurai, l'animé, le manga, le jeu vidéo et le film d'animation, bah ça ressemble à, oui, à l'animé le plus décérébré du monde. T'as un mec, bon, avec un nuage à la place des cheveux et avec un katana qui découpe des robots, des ninjas et des cyborgs, pendant que du hip-hop tourne en fond et que Samuel L. Jackson balance des insultes toutes les 30 secondes, oui, avec Ninja. Et vu comme ça, ouais, on dirait juste un fantasme d'ado de 14 ans qui boit du Monster Energy au petit déjeuner. Sauf qu'en réalité, et c'est pour ça que, oui, c'est un de mes animés préférés, Afro Samurai est beaucoup plus intelligent qu'il n'en a l'air, et évidemment, là je parle de l'œuvre. Parce que c'est probablement la fiction qui traite le mieux du thème du cycle de la violence, vraiment, dans toute l'histoire des œuvres qui racontent des histoires. Vraiment, hein. Évidemment, beaucoup mieux que The Last of Us Part 2, parce que Afro Samurai, ça a compris un truc essentiel, que beaucoup de fictions ont complètement raté. C'est-à-dire que montrer que la vengeance, c'est pas bien, bah, c'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est vraiment montrer comment elle transforme les gens, comment elle les vide, comment elle les contamine, eux, et surtout, absolument tout autour d'eux également, jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Sans parler du fait, autre raison pour laquelle Afro Samurai s'est vraiment goté, que le personnage de Ninja est certainement le meilleur faire-valoir comique de l'histoire de la fiction aussi. Voilà, et on en reparlera, hein. Je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Et pas parce que Ninja est particulièrement marrant, en réalité il ne l'est pas tant que ça, c'est pour une autre raison, vous inquiétez pas, on va en discuter, la vidéo de toutes les manières sera interminable. Et donc là, vous vous attendez naturellement à ce que je passe cette vidéo à vous expliquer pourquoi Afro Samurai c'est trop bien, un peu à l'aune de ma vidéo sur Ashita no Goat, où donc j'expliquais pourquoi c'était ma fiction préférée ever. Eh bien non les copains, parce qu'en réalité même si je le voulais, je ne le pourrais pas. Et pourquoi je ne le pourrais pas? Bah tout simplement parce qu'en fait, il y a 3 continuités différentes lorsque l'on parle d'Afro Samurai. Il y a la continuité de la mini-série de 5 épisodes et du film Résurrection, il y a la continuité du jeu PS3 et la continuité du manga. Et vraiment, je vous le dis, chaque version raconte une histoire totalement différente. Là, il s'agit pas de quelques changements à la Marvel où on modifie de dialogue et une couleur de collant. Non, chacune de ces versions, chacune de ces continuités, chacune en fait même de ces timelines change carrément, bon, non seulement le scénario, les personnages et tout, mais surtout même le message de l'œuvre. Et c'est ça qui est fascinant avec Afro Samurai. Parce que selon la version, Afro, donc le personnage principal, est soit un anti-héros tragique, soit un monstre irrécupérable, soit un type qui réussit enfin à casser le cycle de la vengeance. Et même Ninja, bah, il change complètement de rôle selon le support. Que vous regardiez l'animé ou que vous lisiez le manga. Le personnage n'est juste pas le même. En fait, c'est un truc de fou, hein. Parce que dans une version, Ninja, c'est la conscience de Afro. Dans une autre version, c'est littéralement un démon manipulateur qui tourne autour de lui comme un contrôleur SNCF affamé un jour de grève. Écoutez, c'est un délire, Afro Samurai, c'est un délire. Même s'il y avait que l'animé, c'est un délire. Mais en plus, si tu prends en compte que chaque version, que chaque support, c'est-à-dire le manga, l'animé ou le vidéo raconte une histoire totalement différente, oui, c'est de la folie furieuse. Mais bon, avant de rentrer tête la première dans le carnage, je vais vous expliquer, bon, déjà pourquoi c'est bien et surtout quelles sont ces 3 continuités. Faut quand même, oui, que je vous explique vite fait le concept de base. Alors, dans l'univers d'Afro Samurai, il existe 2 bandeaux numérotés. Le bandeau numéro 1, qui est censé donner un pouvoir quasi divin, et le bandeau numéro 2, qui permet de défier le possesseur du bandeau numéro 1. Sauf que n'importe qui peut défier le numéro 2. Donc le porteur du numéro 2 devient essentiellement une piñata humaine avec marqué « Venez me traumatiser ». Sur le front. Et donc Afro veut récupérer le bandeau numéro 1 pour venger son père Rokutaro, qui a été tué sous ses yeux quand il était enfant par un cow-boy complètement perché nommé Justice. Et ça aurait pu être une énième histoire, voilà, de vengeance. Ouais, tu as tué mon père, prépare-toi à mourir. Voilà, comme un certain Inigo Montoya. Sauf que non. Enfin, sauf que non et oui en même temps. Écoutez, comme je l'ai dit, chaque adaptation prend cette idée, le cycle de la violence et cycle de la vengeance avec ces 2 bandeaux, et il part dans une direction totalement différente. L'anime dit que la violence détruit tout, mais c'est le destin. Le jeu vidéo dit non, tu peux retourner le destin en mode Guts de Berserk. Et le manga, bah, il te dit la vengeance est une maladie mentale déguisée en quête héroïque. Et même la chronologie réelle de la manière dont la franchise a été construite est complètement folle aussi. C'est un truc de fou. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est d'abord le manga qui est sorti, ensuite l'animé et après le jeu vidéo. Sauf que même pas. À la base, Afro Samurai c'est effectivement un vieux doujinshi underground auto-édité par Takagi Okazaki entre 98 et 2002 dans un magazine nommé Nunu Oh, je sais pas comment on prononce
c'est ça. Et cette première version était brute, expérimentale, moins développée. Je l'ai personnellement jamais lu, je sais pas si elle est accessible sur internet. Puis arrive l'animé en 2007 avec Samuel L. Jackson, Hip Hop ralenti et les geysers de sang qui montent à 10 mètres de haut. Bon, ça devient un phénomène mondial. Et après le succès de l'animé, Okazaki revient à la charge sur son manga entre 2008 et 2009 pour faire la Director's Cut où le gars, voilà, redessine son manga depuis le début et voilà, elle lui donne un nouveau tournant. Et c'est cette version-là qui est considérée comme étant canon. Le manga canon Afro Samurai, c'est celui-là. Et après, il y a eu le jeu qui raconte, voilà, avec une continuité totalement différente, je dirais même totalement opposée. Et donc, on va en parler. On va parler de la série, on va parler du film, on va parler du jeu PS3, on va parler du manga Director's Cut. On va voir comment chaque version transforme complètement le personnage d'Afro, le rôle de Justice, le cycle de la vengeance et même le sens de l'histoire entière. Mais avant de commencer, les gars, si vous voulez soutenir la chaîne et m'encourager, surtout que je poste tous les jours et qu'en plus, franchement, voilà, je poste quand même des vidéos plutôt intéressantes. Et qui va vous faire une vidéo sur toutes les continuités de l'univers d'Afro Samurai? Même les Américains, ils font pas ça, les gars, quand même. Mettez un petit abonnement, mettez un petit like, boostez la vidéo, objectif 100K avant la fin de l'année. Ne doit-on pas mettre la fameuse Daron et le fameux Yaji Baby à l'abri? Voilà, on parle de cycle de vengeance, il faut aussi parler de cycle de mise à l'abri. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors, on va commencer avec, évidemment, la version que tout le monde connaît, c'est-à-dire la mini-série de 2007, donc 5 épisodes plus le film. Évidemment, l'animation est incroyable, l'esthétique complètement folle, il y a du hip-hop, des samouraïs, des geysers de sang à chaque fois que il y a un coup d'épée qui part. Samuel L. Jackson qui double 2 personnages à lui tout seul, comme s'il faisait des heures sup pour payer une dette de jeu imaginaire, surtout une ambiance ultra stylisée, qui te fait croire pendant longtemps que t'es juste devant un animé cool, alors qu'en réalité, c'est déjà une histoire profondément déprimante. L'animé repose entièrement sur une idée simple, c'est-à-dire que la vengeance ne mène à rien, mais Afro est incapable de vivre sans la vengeance. Le mec avance comme une machine, il parle presque jamais, il découpe des gens par paquet de 12, avec le regard d'un type qui attend son tour à la cave depuis 4 heures. Tout dans sa vie tourne autour du bandeau numéro 1 et du fait de se venger de Justice, voilà, après la mort de son père. Et cette version est probablement la plus propre, entre guillemets, narrativement, c'est celle qui fonctionne le mieux comme histoire complète. On suit Afro depuis l'enfance, voilà, son traumatisme vis-à-vis de la mort de son père, son entraînement chez le maître d'armes, son amitié avec Jino, Otsuru et tout ça, sa transformation progressive en démon ambulant, puis sa montée jusqu'au sommet du mont Shumi pour affronter Justice, et ensuite après le film dont on parlera un peu plus tard. Et au milieu de tout ça, comme je l'ai dit, Samuel L. Jackson double Afro, mais il double également son alter ego Ninja. Et ce personnage est vraiment intéressant, comme je l'ai dit, c'est pas juste le comic relief, c'est pas juste le faire-valoir comique du coin, c'est le meilleur faire-valoir comique de la fiction, et ça, on ne le comprend, enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai saisi que, en fait, vers la fin de l'animé. Parce qu'au début, bon, le mec est un peu chiant, c'est pas ce qu'il fout là, il parle sans arrêt, il fait des blagues pas très marrantes, il casse l'ambiance dramatique comme un cousin bourré pendant un mariage. D'une certaine manière, c'est vrai qu'il pourrait faire penser à un mec comme Isidro dans Berserk, c'est-à-dire que c'est un gars qui est juste là pour faire des blagues et pour alléger une ambiance d'ailleurs qui n'a pas besoin d'être allégée, puisque oui, on aime quand c'est sombre et on aime, quand c'est tragique et tout ça. Qu'est-ce qu'il fout encore là, ce fils de... Bref. Bon. Mais, contrairement à Isidro, et contrairement à Puck également, mais bon, on va dire que c'est pas grave, on va dire qu'on ne dit rien, Ninja est un personnage qui est extrêmement intelligemment écrit, puisque on apprend vers la fin de la série qu'il est en fait la conscience d'Afro, c'est-à-dire qu'il y a que lui qui le voit, c'est son ami imaginaire en gros, hein, voilà. C'est son pote imaginaire, c'est une projection mentale, c'est la dernière partie humaine d'Afro, c'est son enfance, c'est l'enfance qu'il n'a jamais eu le temps de vivre, quoi. C'est une manière pour son cerveau de ne pas totalement exploser sous le poids du trauma. Et contrairement au manga qu'on verra plus tard, cette version Ninja est bienveillante. Il pousse souvent Afro à abandonner la vengeance, à trouver la paix, à profiter de la vie. C'est littéralement la plus grosse voix dans l'univers d'Afro Samurai qui lui demande de, peut-être d'arrêter, voilà, de massacrer 900 personnes pour un vieux cow-boy avec un revolver. Et c'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo que c'était le meilleur faire-valoir comique ever, parce qu'il est Afro. C'est Afro, d'ailleurs. C'est pour ça que Samuel L. Jackson le double aussi, parce que c'est Afro, c'est lui. Et c'est juste tragique de se dire que derrière cette façade de tueur sans cœur d'Afro Samurai, il y a encore cet humour, cette joie de vivre, cette humanité incarnée par Ninja et qui ne demande qu'à sortir, mais qui restera quand même à jamais enfermé, tout au fond de l'âme d'Afro, seulement visible par lui-même et par nous, les spectateurs. Rien que pour ça, Ninja est juste... il est génial, ce personnage est génial. Et il y a un autre personnage aussi qui est exclusif, à moitié exclusif à cette continuité au jeu, c'est-à-dire le personnage d'Okiko. Alors, Okiko, à la base, c'est donc Otsuru, et Otsuru fait partie du groupe d'enfance d'Afro, avec Jino, Sasuke et toute l'équipe. Attention, je parle pas de Sasuke de Naruto, hein. Il me semble que le binoclard dans l'équipe s'appelle Sasuke. Bref, en tout cas, c'est des orphelins qui sont élevés par le maître d'armes, auquel Afro d'ailleurs appartient. Et dans la continuité du manga, elle meurt avec tout le monde, parce qu'à un moment donné, Afro décide de tuer le maître d'armes et tout le monde crame avec lui. Mais dans la continuité de l'animé et du jeu vidéo, elle
survit, et elle revient plus tard, une fois adulte, pour soigner Afro. Finalement, voilà, il tombe amoureux, et tout ça, bref. À la base, elle est censée le tuer, puisqu'elle travaille avec les 700 âmes qui veulent tuer Afro Samurai pour récupérer le bandeau du numéro 2. Mais bon, elle finit par trahir les 700 âmes, elle se fait crever. Bon, ça fait partie effectivement des choses qui sont un peu faibles dans l'animé. Je préférais la continuité du manga de ce côté-là, et je vais expliquer pourquoi d'ailleurs quand on parlera du manga. Parce que parfois je me pose la question, est-ce qu'on est dans Afro Samurai ou est-ce qu'on est dans Oui Oui au pays des sabres enchantés? Bref, en tout cas, on en parlera plus tard. Le duel entre Afro et Gino reste plus ou moins le même dans les 3 continuités, même si bon, il est un peu différent dans le manga, mais on en parlera plus tard. Puis ensuite, on arrive au Mont Shumi, le duel final contre Justice, et visuellement c'est mythique, voilà, c'est magnifique, bref, voilà. Le duel est très très bien animé, même si bon, dans les dernières minutes, le mec part complètement en mode boss final de JRPG, il révèle qu'il a tué plein d'autres porteurs numérotés pour accumuler les pouvoirs de tous ces bandeaux et devenir une espèce de dieu, alors qu'apparemment il était censé déjà l'être, puisque quand tu es le numéro 1, tu l'es déjà. C'est assez mal écrit, c'est un twist qui arrive super tard et en plus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a plein d'autres bandeaux, alors que depuis le début de l'animé, on nous dit qu'il y en a que 2. Enfin, c'est vraiment très bizarre. La fin est complexe. C'est que le mec passe les 5 épisodes à être montré comme un pistolero, ultra minimaliste, pour soudain devenir Sephiroth sous Red Bull avec un discours sur la transcendance humaine. Bon, voilà, on dirait un étudiant qui invente sa problématique en plein milieu de son oral de rattrapage. Mais bon, vas-y, pourquoi pas. Afro gagne, il prend le bandeau numéro 1, il accomplit enfin sa vengeance, mais il n'y a aucun soulagement, aucun bonheur, il n'a pas retrouvé la paix, c'est juste que le mec est encore plus vite qu'avant, il est devenu exactement ce que son père était au début de l'histoire, donc une cible absolue, une machine de guerre condamnée à être défiée jusqu'à la mort. Et la toute dernière scène résume parfaitement le message de l'animé, puisque Kuma, son Gino, son ancien meilleur ami, qui voilà, s'est fait transformer en cyborg pour se venger de la trahison d'Afro, revient pour l'affronter, et le cycle continue immédiatement. Pas de morale triomphante, pas de rédemption. Afro a gagné, donc il a perdu, c'est très bien, c'est très bien. Et c'est d'autant plus très bien que, à la limite, l'animé est sympathique, mais il a des défauts. Je trouve que l'animé est transcendé par le film d'animation, qui est donc la continuité directe de cet animé, c'est-à-dire Afro Samurai Résurrection. Parce que ce film, qui est sorti 2 ans plus tard, pose une question assez bête, c'est-à-dire, ok, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans énormément d'histoires de vengeance, le héros tue enfin le grand méchant générique, et terminé, rideau, c'est bon, merci d'avoir acheté le Blu-ray collector avec figurine inutile à 189€ et casse-toi. Sauf qu'ici, non. Encore une fois, le film commence 5 ans après la fin de la série, Afro possède déjà le bandeau numéro 1, il a techniquement gagné, mais Afro, il sait absolument pas vivre sans la violence, il a toujours vécu avec. Et ça, le film le montre dès les premières minutes. Afro est devenu une espèce d'ermite barbu qui sculpte des statues de Bouddha représentant les gens qu'il a tués. Déjà, ça commence fort niveau santé mentale, et surtout, il essaie sincèrement d'arrêter, et c'est important parce que là, on voit un Afro fatigué, pas juste silencieux, mais fatigué. Voilà quoi, le mec ressemble à un ancien champion de MMA qui aurait compris trop tard que tous ses problèmes psychologiques, qui sont toujours là même après avoir gagné la ceinture. Sauf que forcément, dans Afro Samurai, la paix ne peut pas durer plus de 12 secondes, puisque c'est là qu'arrive Sio. Alors Sio, personnage exclusif à l'animé et au film, énorme différence bien sûr, avec le manga, le jeu vidéo et tout le tout team, elle est donc la sœur de Gino, donc la sœur de Kuma. Alors, bon, je n'ai pas expliqué ça, mais en gros, après qu'Afro ait vu son père se faire tuer par Justice, il décide en effet donc de poursuivre Justice pour le tuer, mais bon, le problème c'est qu'il a quoi, même pas 10 ans. Il se fait recueillir par un gars qu'on appelle le maître d'armes qui a à sa charge pas mal de petits orphelins, dont Gino, dont Otsuru et dont El Famoso Sasuke. À un moment donné, Afro Samurai grandit, devient à peu près adolescent, et il se rend compte que le maître d'armes est le possesseur du bandeau numéro 2. Évidemment, Afro Samurai a besoin du bandeau numéro 2 pour affronter Justice, et il décide malgré tout, alors que le maître d'armes lui demande d'arrêter sa vengeance, parce que c'est pas bien, parce que voilà, il a une famille maintenant, il a Gino, il a Otsuru, il a tout le monde, laisse tomber, c'est bon, oublie la vengeance et voilà, reste avec nous et arrête de casser les couilles. Afro décide de quand même le tuer, il récupère le bandeau, sauf que bon, à un moment donné, je crois qu'il y a des bandits qui veulent récupérer le bandeau numéro 2 au même temps que Afro, et le problème c'est que tous les orphelins, Gino et tout, se font tous tuer, voilà. Gino survit, il se fait recueillir par une espèce de savant fou qui le transforme en cyborg, il me semble d'ailleurs que c'est un savant qui travaille pour les MT7. Et il s'avère que dans Afro Samurai Résurrection, on apprend que Gino avait une petite sœur qui s'appelle Sio, voilà. Et donc, on revient à Afro Samurai Résurrection, Sio débarque, elle défonce Afro, elle vole le bandeau du numéro 1, et récupère en effet les ossements de son père, afin de le ressusciter, voilà, et pour se foutre de la gueule d'Afro, et pour le tuer, pour se venger et venger son frère. Vous avez compris. Bon, c'est le cycle de la vengeance qui recommence, qui recommence, qui recommence. Et le film est vraiment bon, pas forcément pour le délire avec le père d'Afro, de toutes les manières on en reparlera, parce que je trouve que le manga gère le délire du père d'Afro beaucoup mieux, on en parlera. Mais en tout cas, le film est vraiment bon, parce qu'il insiste énormément sur les conséquences de la quête
quête d'Afro. Dans les 5 épisodes, les morts étaient presque abstraites, tellement tout allait vite, alors que là, Résurrection, il te force à regarder les dégâts. Chaque survivant est cassé psychologiquement, chaque vengeance crée une nouvelle boucle de vengeance, c'est un effet domino infernal, il y a une séquence vraiment sympathique, où tu vois plein de petits paysans qui veulent tuer Afro pour venger leur père, leur mère, leur fils et tout. Bon, Afro les explose tous, mais voilà quoi, tu sens que le mec a un effet radioactif sur tout ce qui touche. Et cet effet radioactif, il culmine avec le personnage de Shishigoro. Et là, énorme différence avec le manga, encore une fois, je me répète, on en parlera plus tard quand on parlera du manga, mais dans le film, Shishigoro est le nouveau possesseur du bandeau numéro 2. D'ailleurs, on se pose la question, comment Sio a pu récupérer le bandeau du numéro 1 sans elle-même avoir le bandeau numéro 2, bref, peu importe, on s'en fout. C'est pas la première incohérence d'ailleurs d'anime. Shishigoro est un mec bien, c'est un ronin devenu pêcheur qui cache volontairement le bandeau numéro 2 pour empêcher le cycle de recommencer. Le mec a compris que ces bouts de tissu étaient essentiellement des tickets premium pour une mort atroce, et franchement, ça rend son destin encore plus triste, parce qu'Afro finit quand même par le tuer pour récupérer le bandeau numéro 2, et évidemment, il le tue devant son fils adoptif, c'est-à-dire Kotaro, de la même façon que Justice a tué le père d'Afro devant ses yeux. Voilà, vous voyez la boucle se boucler, et c'est pour ça que le film est très bien. Ça veut dire que Afro, finalement, est devenu le nouveau Justice. Le traumatisme originel de sa vie, c'est désormais lui qui l'inflige aux autres. C'est génial, c'est génial. C'est l'idée la plus intelligente du film, et c'est pour ça que, oui, c'est une des raisons pour laquelle Afro Samurai est placé numéro 10 de ma liste de mes animés préférés. Et à partir de là, le film devient de plus en plus barré visuellement, cyborg, science interdite, résurrection absurde. On sent que, voilà, la franchise commence doucement à dériver vers quelque chose de beaucoup plus étrange. Et le meilleur exemple, ou plutôt l'exemple le plus moyen, je dirais que c'est Rokutaro, donc le père d'Afro, qui donc revient ressuscité ou cloné, bricolé à partir d'une science bizarre, et du crâne volé par Sio et Gino. Mais même si je suis pas un gros fan de la manière dont c'est exécuté, même si, attention, l'espèce de combat final en noir et blanc est vraiment sympa en termes d'animation, le seul truc bien dans cette histoire-là, c'est la symbolique, c'est-à-dire que Afro Samurai voulait venger son père depuis le début, et finit par devoir découper une version réanimée de la raison pour laquelle il a fait tout ça depuis le début. Symboliquement, c'est pas mal, encore une fois, je trouve que le manga gère ça de façon beaucoup plus intéressante. Bref, et au milieu de tout ça, Ninja Ninja revient aussi, et voilà, c'est la conscience bavarde qui réapparaît dès qu'Afro replonge dans la violence. C'est très intéressant parce que plus Afro tue et plus Ninja Ninja devient présent. Comme si son cerveau avait besoin de quelqu'un pour faire des blagues afin de supporter ce qu'il est en train de devenir. Et puis arrive la fin du film, qui est pour moi l'une des meilleures fins ever. Oui, Afro récupère finalement le bandeau numéro 1, Gino et Sio meurent encore une fois, mais cette fois, quelque chose change légèrement. Il donne El Famoso bandeau numéro 2 à Kotaro en prononçant exactement la même phrase que Justice lui avait dit juste après avoir tué son père, c'est-à-dire « Reviens me tuer quand tu seras prêt ». Bon, voilà. Évidemment que cette scène est hyper importante parce qu'elle résume toute l'ambiguïté de Résurrection. Afro essaye de casser le cycle au début du film, mais il se rend compte à la fin du film que c'est impossible, ou peut-être qu'il n'a pas envie de le briser parce que finalement la vengeance c'est lui. Et donc briser le cycle de la vengeance, ce serait peut-être se briser lui-même, peut-être qu'il en a pas envie. C'est assez ambigu, mais c'est très bien écrit. Le gars reste prisonnier du système et très original, très original, voilà. Parce que lorsqu'une fiction ou une œuvre, peu importe, raconte une histoire qui se base sur le thème du cycle de la vengeance, généralement le cycle de la vengeance se voit à un moment donné démonté, détruit, mais pas continué, et surtout pas continué par le personnage principal. Et là si. Donc oui, Résurrection fonctionne très bien comme prolongement thématique, malgré voilà les plot holes, les incohérences dont je vous ai parlé. Afro n'est plus une victime tragique, il est devenu une catastrophe humaine ambulante, c'est parfait. Et maintenant qu'on a vu la continuité officielle animé plus film, on va passer à la version la plus surprenante de toutes, la plus bizarroïde de toutes. Enfin, bizarroïde vis-à-vis de ce qu'Afro Samurai est censé être. Vous allez vite comprendre, on va parler assez rapidement du jeu. Alors, donc, le jeu Afro Samurai sorti en 2009, c'est probablement la version la plus étrange à analyser. Pas parce qu'elle est compliquée, au contraire, en fait, c'est la plus simple moralement. Et justement, en fait, c'est pas qu'elle est étrange, en fait, elle est pas assez étrange, et donc, ça fait qu'elle est étrange. Bon, j'ai du mal à m'exprimer, mais vous allez comprendre. Que ce soit l'anime, le film ou le manga, ils passent leur temps à te dire que la vengeance est un puissant fond rempli de sang et de traumatisme, et qu'une fois que t'as mis ton pied dedans, c'est terminé. Tu peux plus revenir. Sauf que le jeu, bah il te dit, tu sais quoi, fuck, on va faire le contraire. Et c'est plutôt surprenant. Je dois vous avouer que ce n'est pas pour me plaire du tout. Voilà, c'est pas du tout pour me plaire, mais en tout cas, ça a tenté autre chose. Parce que au début, tout ressemble à l'animé de façon classique, hein, même l'esthétique, la même ambiance hip-hop, ultra stylisée, la violence exagérée, où les ennemis explosent en morceaux, voilà, bon, bref. Tu traverses des armées entières au katana, les membres volent partout, Samuel L. Jackson est toujours là à parler comme si chaque phrase était enregistrée à 4h du mat après 3 bouteilles de whisky. Bah, tout paraît familier. Mais très vite, le jeu prend une direction complètement différente. Déjà, gros twist vis-à-vis de l'animé, Justice est mort depuis longtemps. Là encore, WTF sur 20, dans l'animé, Justice est vivant et il y a un combat final entre lui et Afro. Ce qui fait que lorsque Afro arrive enfin dans la salle du trône au sommet de la montagne, il découvre juste un cadavre desséché assis sur le siège. Donc pas de grand duel mythique, pas de confrontation héroïque, pas de dernière phrase badass avec un échange de katana versus revolver, rien du tout, le mec est déjà mort. Et évidemment, ça change tout, parce que le jeu change totalement
totalement la quête d'Afro en quelque chose de beaucoup plus psychologique. La vengeance n'est même plus d'objet réel. Justice, il est plus là. Il y a plus qu'une obsession vide. Et ça, à la limite, c'est une bonne idée. La mauvaise idée, c'est ce qui va se passer après. Parce que il y a effectivement un combat de boss final entre Afro et Justice, mais c'est un combat qui se passe dans la tête d'Afro. Donc là, je vais pas vous mentir, le jeu m'a perdu, puisqu'on se retrouve plongé dans une espèce d'hallucination démoniaque contre une version monstrueuse de Justice, une créature mutante grotesque, quasiment surnaturelle. À la limite, ça peut expliquer pourquoi il a un troisième bras dans le dos ou je sais pas quoi. Voilà, avec les transformations absurdes des bras géants qui sortent du décor. Bon, si c'est une hallucination, pourquoi pas après tout? Pourquoi pas après tout, hein? J'ai envie de dire, limite, je crois que je préfère encore ça à l'animé, quoi, parce qu'encore une fois, l'animé avec Justice en mode Sephiroth, voilà quoi. Bon, à la limite, symboliquement, je veux bien avouer que c'est probablement le combat le plus intelligent de toute la franchise. C'est-à-dire que Afro, il combat pas Justice, il combat ce que la vengeance a fait de lui. Et toute la logique du jeu tourne autour de ça. Les bandeaux n'ont aucun pouvoir divin, aucune vérité cosmique, y a pas de sens caché, c'est juste des objets en tissu qui poussent les gens à s'entretuer comme des mouettes autour d'une frite tombée par terre. Il y a aussi un autre personnage exclusif au jeu, c'est-à-dire le Daimyo, le grand frère du maître d'armes. C'est un seigneur de guerre ultra arrogant qu'Afro affronte très tôt. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il représente en fait une autre vision de la violence. Le mec critique constamment son propre frère pendant le combat, il considère, oui, le maître d'armes comme étant trop faible et trop idéaliste. Enfin, c'est un gros boomer, quoi. Enfin, il est pas si intéressant que ça pour être tout à fait honnête, mais bon, écoutez. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est lui qui dit à Afro que, oui, c'est le maître d'armes qui est en possession du bandeau numéro 2. Et en fait, la grosse différence, au-delà de la fin, dont on n'a même pas terminé de parler d'ailleurs, mais on va en discuter pas longtemps, c'est surtout que Afro est vraiment un héros dans ce jeu, en fait. Et c'est pour ça que ça me dérange un peu, parce que c'est beaucoup plus cliché. Je sais pas, apparemment, les développeurs voulaient le rendre plus héroïque parce que, on le joue. Apparemment, donc voilà, il fallait le rendre plus jouable moralement. Parce que sinon, oui, le joueur passerait 15 heures à contrôler un psychopathe absolu qui utilise des handicapés comme gilet pare-balles. On en parlera quand on parlera du manga. Cet exemple ne vient pas de nulle part, hein. Mais c'est pas comme lorsque je parle de stéroïdes ou de meubles Ikea ou de PowerPoint. Quand je parle d'handicapés utilisés comme gilet pare-balles, c'est littéral. Vous verrez. En tout cas, moi, je suis pas du tout d'accord avec cette vision des développeurs. Après tout, bon, l'un de mes jeux préférés, c'est quand même Spec Ops The Line. Jouer un monstre, ça a aussi de l'intérêt, hein. Toujours jouer le héros, à un moment donné, ça peut faire chier. Et surtout, ça n'a rien à voir avec Afro Samurai. Bon, ils ont voulu faire autre chose, mais bah, vas-y. Et donc, à la fin, Afro bat, entre guillemets, sa vision cauchemardesque de Justice. Il prend les deux bandeaux, le numéro 1 et le numéro 2. Il comprend en fait que ce n'est que des chiffons qui détruisent absolument tous ceux qui les approchent et les jettent dans le vide. Enfin, voilà. Bon, c'est intéressant, parce qu'encore une fois, ça propose une timeline totalement différente avec ce que propose le manga, l'anime et le film. Mais comme je l'ai dit, c'est cliché. C'est cliché, c'est vraiment rédemption un peu merdique. Voilà, avec la morale. Bon, je vais finir là-dessus. Si cette fin avait été canonique, ça veut dire que si l'anime avait terminé là-dessus, moi, Afro Samurai, bon, je vous en parlerai pas. Hein. Je vous en parlerai pas. Je serai pas dans mon top 10, même pas dans mon top 20. C'est la fin de Résurrection qui fait la puissance thématique d'Afro Samurai. Donc voilà, cette fin est... Bon, si vous voulez mon avis, même Takashi Okazaki, donc le mangaka, le créateur d'Afro Samurai, il n'était probablement pas d'accord avec cette idée. Bon, écoutez, je ne sais pas, faudrait lui poser la question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que maintenant, on va passer au manga. Bon, alors là, je vous le dis, c'est la vraie folie d'Afro Samurai. Comme je l'ai dit, c'est pas forcément la meilleure version, mais en tout cas, c'est la plus barrée, la plus étrange, et il y a beaucoup de très très bons éléments dans cette version, mais ce sont de très bons éléments qui sont un peu balancés pêle-mêle, qu'il faudrait, je pense, voilà, retravailler, afin que ça puisse beaucoup mieux fonctionner. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais vers la fin de cette vidéo, je pense que je vais tenter, oui, ma propre version d'Afro Samurai. Je vais vous donner ma propre version, voilà. Celle qui, d'après moi, serait la meilleure. Je vais essayer de prendre les meilleures parties de ces trois timelines différentes pour créer ma version d'Afro Samurai, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à tenir jusqu'à la fin. En tout cas, l'ambiance du manga est beaucoup plus lourde que celle du jeu, et même que celle de l'animé, hein. Plus sale, plus malsaine. Même la violence, vraiment, là par contre, on est au bout du bout, et ça c'est très très bien, ça c'est très bien. Dans le manga, Afro est vraiment un monstre. Autant, bon, dans le jeu vidéo, c'est un héros. Dans l'animé, bon, ça reste un anti-héros, anti-vilain. Bon, à la fin de Résurrection, c'est un full vilain, mais tout au long de l'animé, et pendant une bonne partie du film, c'est un peu entre les deux. Ça reste un gars, voilà, un peu entre la lumière et les ténèbres. Dans les 5 épisodes, il a toujours une bonne raison, plus ou moins, hein, de faire ce qu'il fait, même s'il y a certaines fois, clairement, où il est critiquable, comme par exemple son duel, effectivement, contre le maître d'armes, d'ailleurs, maître d'armes qui se laisse faire, hein, donc voilà. Bon, mais il y a pas mal de scènes où tu vois qu'il a quand même un cœur. Par exemple, la scène dont je vous ai parlé contre les paysans au tout début de Résurrection, il les tue pas puisqu'il leur donne des coups avec son fourreau, quoi. Donc, ça reste quand même un humain. Une humanité qui n'est pas présente du tout
qui n'est pas présent du tout dans le manga. Pour moi, c'est très très bien, il aurait fallu partir là-dessus. Et on en revient avec la scène, la séquence dont je vous ai parlé il y a quelques temps, la séquence du bouclier humain. Et honnêtement, cette scène te prépare instantanément autour du manga. Elle arrive assez rapidement dans le manga, dans le premier tome, parce que le manga n'est fait que 2 tomes, donc c'est très rapide à lire en plus. Donc, Afro se fait attaquer par un gamin nommé Shukichi. D'ailleurs, dans une séquence qui rappelle pas mal son duel contre Shishigoro dans Résurrection, puisque ça se passe durant une parade. Donc il se fait attaquer par un gamin nommé Shukichi, il le tue sans hésiter, puis immédiatement après, il utilise la sœur handicapée de Shukichi comme bouclier humain contre un type armé d'un minigun. Voilà. Palmarès d'Afro, j'ai utilisé une handicapée comme mid-shield, comme bouclier humain. Bon, voilà, avec cette séquence-là, tu comprends que voilà, c'est un Afro différent de l'anime et du jeu vidéo, ça c'est sûr. En tout cas, rien à voir avec le jeu vidéo, où c'est clairement un héros, voilà. Dans le manga, c'est un monstre, et c'est la meilleure version d'Afro, désolé de le dire. Et cette version ne veut plus que tu admires Afro, elle veut que tu le regardes se détruire. Même Kratos, à côté, il ressemble à un éducateur spécialisé. Et vraiment, le manga retire énormément des éléments humanisants des autres versions. Si on parle d'Okiku, dont je vous ai parlé tout à l'heure, bah, comme je l'ai dit, elle existe dans la continuité du manga, mais elle n'existe que dans le flashback, c'est-à-dire qu'elle se fait tuer en même temps que le maître d'armes, que Jino, même si bon, il meurt pas exactement, puis qu'il survit pour se faire transformer en cyborg, je l'ai dit, elle meurt malheureusement avec le GOAT. Elle meurt, ah oui, avec Sasuke, le vrai Sasuke, et on la revoit plus. Et celle qu'on revoit finalement à la place d'Okiko de l'anime, c'est une meuf qui s'appelle Osachi. Alors cette Osachi, bon, physiquement, c'est Okiko, mais c'est pas Okiko. Et c'est une espèce de ninja au service des adorateurs de Justice, là aussi, c'est un ajout du manga. Bon, je suis en train de m'en mêler les pinceaux, je vais essayer d'être le plus clair possible. Bon, on revient avec l'anime. À la fin de l'épisode 1, Afro se bat contre un espèce d'arbalétrier, un maître d'armes avec sa grosse arbalète. Afro le tue, d'ailleurs ce mec-là n'apparaît pas dans le manga, faut aussi le dire. Et il se prend un coup de bazooka par un membre des MT7. Il chute d'une falaise, il est blessé et il se fait récupérer par Otsuru, alias Okiko. Bon, dans le manga, c'est pas comme ça que ça se passe. Déjà, dans le manga, il n'y a pas le maître d'armes de l'Est avec sa méga arbalète. Afro arrive jusqu'au pied du mont Shumi sans trop de problèmes. Il détruit les MT7, les 700 âmes. Il les tue tous. Il se bat contre Jino, il perd, il tombe. Et là, il se fait récupérer par Osachi, qui habite dans un petit village au pied du mont Shumi, là où réside notre ami Justice. Donc là, vous voyez déjà la grosse différence. C'est-à-dire que la blessure d'Afro se passe beaucoup plus tard finalement dans le manga, vis-à-vis de la continuité de l'anime. Ça au moins, c'est dit. Ensuite, gros ajout dans le manga vis-à-vis de l'anime, le Justice du manga n'est pas un gros méchant comme dans l'anime, c'est un mec qui, avec la puissance du bandeau du numéro 1, a créé une sorte de société ultra futuriste qui maintient la paix dans le monde. Et c'est vrai que dans le manga ça fait sens parce que à chaque fois que ça part en couille et qu'il y a de la violence, c'est de la faute d'Afro. Soit de la faute d'Afro, soit de la faute des MT7. De la même manière, les 700 âmes, qui étaient juste une organisation de criminels, qui n'avaient vraiment pas d'intérêt d'ailleurs, dans l'anime, sont maintenant dans le manga d'anciens hommes de main, d'anciens mercenaires à la solde de Justice qui se sont rebellés contre lui, qui veulent récupérer le bandeau numéro 2 afin de détrôner Justice. Donc là, c'est très intéressant. Et je trouve que ça aussi, c'est une excellente idée de la part du manga parce que ça rend la quête d'Afro encore moins compréhensible. Parce que finalement, Justice n'est pas juste qu'un gros méchant, c'est un mec qui certes a tué le père de Afro, mais qui maintient la paix dans le monde. Et Afro, en voulant tuer Justice, bah il fout la merde. Et ça, c'est une excellente idée. Ça, bien sûr, vous l'aurez compris, dans ma continuité ultime dont je parlerai à la fin de la vidéo, je vais garder ça. Évidemment que je garde ça, c'est une excellente idée. Et donc, Osachi vit dans la fameuse communauté dont je viens de vous parler, qui vénère Justice comme une figure divine, elle l'appelle The One, et elle veut vivre avec Afro, elle l'aime bien, évidemment. Bon. Sauf que lorsqu'elle comprend qu'Afro, qui veut quand même aller tuer Justice, malgré toute la paix qu'il semble avoir apportée à sa société et au monde en termes général, elle décide de tuer Afro avant qu'il ne détruise la paix dans le monde, et Afro s'en fout, il la massacre, et il massacre toute la communauté de Justice qui vénère Justice. Là aussi, c'est une très bonne idée, ça rend Afro encore plus monstrueux, bref, c'est très très bien. Bon déjà, premier truc vraiment sympa, je l'ai pas dit mais bon, les MT7 sont vraiment éclatés, je les aime pas. Donc le fait qu'ils meurent assez rapidement dans le manga, ça c'est très très bien. Parce que dans l'anime, les 700 âmes sont encore là pendant très très longtemps. Hein. Ils ont d'ailleurs jusqu'à l'épisode 3 ou 4, ils sont encore là quoi. Donc voilà, dans le manga, ils dégagent en tout cas avant qu'Afro fasse la rencontre d'Osachi, alors que dans l'anime bien sûr, voilà. Parce que Afro retrouve Okiko, bon bah, tous les 700 âmes sont encore vivants, donc bref. Voilà. Déjà premier élément pour lequel effectivement la version manga est mieux, mais surtout le manga inverse complètement la vision qu'on a de Justice, parce que dans l'anime, encore une fois je le répète, Justice c'est un tyran mystique qu'il faut abattre, il est très méchant. Alors que dans le manga, le monde qu'il a créé semble paradoxalement vraiment stable, hein. Avancé technologiquement, organisé, en tout cas beaucoup mieux que le monde qui sera celui d'Afro, c'est-à-dire un monde sans dirigeant en fait, parce que si Afro devient le numéro 1, ce qui deviendra, bah le monde sera totalement livré à lui-même, hein. Ce sera le chaos absolu. Et le manga petit à petit est en train quand même de construire une idée terrible, que
Afro est en train de détruire le seul système qui maintient le monde debout. Et plus l'histoire avance, l'histoire du manga, plus Afro ressemble à une catastrophe naturelle. Et même Shishiguro change complètement ici. Dans le film, déjà, Shishiguro, on ne le voit que lors de sa deuxième quête, alors que là, Shishiguro, dès le début, lors de sa première quête, c'est-à-dire dans son chemin pour aller affronter Justice, on le voit. Évidemment, il n'est pas en possession du bandeau numéro 2, contrairement au film Résurrection, puisque, évidemment, le bandeau numéro 2, dans le manga, à ce moment-là de l'histoire, il appartient à Afro. Donc Shishiguro n'est pas le bon gars pacifiste qu'il est dans Résurrection, c'est un ancien homme de main, des MT7, c'est-à-dire des 700 âmes. Afro le tue très tôt, d'ailleurs assez facilement, beaucoup plus facilement que dans le film, puisque dans le film il galère beaucoup. D'ailleurs, il doit utiliser un espèce de DJ comme bouclier humain. C'est l'équivalent du film, de la scène avec l'handicapé, là, que Afro utilise comme bouclier humain. Bon, dans le film, il utilise un DJ, pas tout à fait la même chose. Enfin bref, Afro le tue très tôt, il n'y a pas de réflexion morale, c'est juste une étape supplémentaire dans la boucherie. En fait, dans le manga, il me semble que Shishiguro veut tuer Afro, non pas pour faire cesser le cycle de la violence, mais seulement pour donner sa tête aux 700 âmes afin qu'il puisse le laisser tranquille. Bon, je suis un peu entre les deux. Est-ce que je préfère la version de l'anime, est-ce que je préfère la version du manga? Je pense qu'il serait beaucoup mieux de fusionner les meilleures parties du Shishiguro du manga avec le Shishiguro du film. On en parlera plus tard à la fin de la vidéo. En tout cas, l'une des plus grosses différences entre le manga et l'anime, c'est Ninja Ninja, parce que dans l'anime et le jeu, comme je l'ai dit, Ninja Ninja est un personnage imaginaire, c'est la projection mentale de Afro, d'accord? C'est sa conscience, c'est le pote invisible un peu chiant mais attachant. Alors que dans le manga, asseyez-vous bien, le mec existe vraiment. Ninja Ninja n'est pas un ami imaginaire dans le manga. C'est pour ça que je vous dis depuis le début que vraiment les continuités sont quasiment, non seulement différentes, mais en fait presque opposées, ils racontent des histoires opposées. C'est un truc de fou quoi. Parce que ouais, Ninja Ninja n'est pas le pote imaginaire d'Afro. C'est un personnage qui existe vraiment, qui est visible par les autres personnages. En fait, c'est ce qu'ils appellent un Guardian of the World, un gardien du monde. Et en fait, c'est une entité liée au bandeau. Donc chacun des bandeaux a une entité qu'il suit. Ninja Ninja pour le bandeau numéro 2 et Kugansai, dont on va parler juste après, pour le bandeau numéro 20. Et vraiment, ce Ninja Ninja est différent totalement. Au-delà du fait qu'il existe, c'est surtout qu'il est cruel. Il est pas du tout le faire-valoir comique de l'animé, le mec un peu lâche qui demande à Afro de ne pas aller au bout de sa vengeance. Là, c'est tout à fait le contraire. Il est manipulateur, il pousse Afro vers la violence en permanence. C'est le contraire total du Ninja Ninja de l'animé. Il menace les gens pour le fun, il explique ouvertement qu'il pourrait tuer Afro quand il veut. D'ailleurs, on voit qu'il peut tuer Afro quand il veut. Enfin, encore une fois, tu peux pas faire plus opposé que ce Ninja Ninja. C'est un truc de fou. Surtout, il est vraiment surpuissant. C'est vraiment Watt sur 20, WTF sur 20. Alors que le Ninja Ninja de l'animé, c'est un espèce de bolos qui se fait un peu, qui a peur de tout, qui se cache, qui chiale, qui crie de peur à chaque fois qu'il se passe un truc un peu bizarre. Alors que là, dans le manga, il met à l'amende tout le monde. C'est vraiment... Et justement, il one-shot Kugansai, qui est donc l'autre gardien qui, lui, est lié au bandeau numéro 1. Voilà, bref. C'est vraiment... C'est bizarre. Et même Kugansai, il est vraiment curieux. On dirait un espèce de sage cosmique qui aurait passé trop de temps enfermé dans un parking souterrain. Toute la mythologie des bandeaux, en fait, devient beaucoup plus mystique et dérangeante dans cette version du manga. Là, on parle plus de guerriers légendaires, ou même de bouts de chiffon qui n'ont aucune valeur, comme par exemple dans le jeu, parce que dans le jeu, les bandeaux n'ont pas de pouvoir. C'est vraiment des bouts de chiffon dont on dit qu'ils ont des pouvoirs divins, mais en fait pas du tout. Alors que dans le manga, ces bandeaux sont vraiment spéciaux, ils sont vraiment magiques. Encore une fois, les continuités sont différentes, c'est très intéressant je trouve. Là, on est dans un système divin absurde qui utilise les humains comme des jouets. Et là, autant le délire des bandeaux totalement opposé à l'univers du jeu vidéo, là par contre on revient dans le jeu vidéo, puisque de la même manière que dans le jeu vidéo, lorsqu'Afro arrive dans la salle du trône de Justice, Justice est mort. Donc, contrairement à l'animé, il n'y a pas de duel final, il n'y a pas de révélation épique, il n'y a pas de combat légendaire, c'est juste, oui, un cadavre desséché assis sur un trône. Et évidemment, ça détruit littéralement Afro psychologiquement, puisque le mec craque complètement, voilà, fou rire en mode The Killing Joke, catatonie, des années entières à rester brisé mentalement, parce qu'il réalise enfin que sa quête n'avait jamais eu aucun sens. Toute sa vie a été sacrifiée pour rien, et la vie des autres d'ailleurs. Mais le manga ne s'arrête pas là, et là je trouve que c'est très mauvais, c'est pour ça que je préfère l'animé. Après un time skip, on voit Kotaro, El Famoso Kotaro, qui revient adulte pour se venger d'Afro, exactement comme Afro autrefois, le cycle recommence encore, sauf que cette fois, Afro veut pas le tuer, mais il est devenu tellement monstrueux, tellement conditionné à la violence, qu'il décapite Kotaro presque inconsciemment. Voilà. Bon. L'idée est bonne, mais l'exécution est dégueulasse, enfin, je sais pas. Ça m'a vraiment dégoûté, et malgré toutes les bonnes idées de ce manga, franchement, voilà. Rien que pour ça, rien que pour la manière dont ils ont géré Kotaro, je crois que je préfère encore la fin de Résurrection, malgré la bonne idée de la communauté de Justice, malgré le fait que le rythme soit meilleur, rien que pour ça, pour moi, c'est à vomir, quoi. Comment ça, on tue Kotaro en une seule planche? Et ça s'arrête là, avec Afro qui décide de continuer, pourquoi? Bref, je comprends pas. Je comprends pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que chaque version d'Afro Samurai raconte finalement une réponse différente à la même question, c'est qu'est-ce que la vengeance fait à un être humain? L'animé et le film répondent que elle te vide, et surtout elle détruit tous les autres autour de toi. Le jeu te dit que tu peux encore échapper si t'en as envie au cycle de la violence, et le manga, il te dit qu'une fois que t'es plongé
dedans, c'est terminé. Et avant qu'on passe à ma version d'Afro Samurai que j'aurais préféré, mon propre remix de la timeline, il y a autre chose que le manga fait mieux que le film Résurrection, c'est la manière dont Rokutaro, le père d'Afro, a été géré. Parce que comme vous le savez, je l'ai déjà dit, dans Résurrection, le père d'Afro Samurai est ressuscité. Le combat est pas fou. C'est pas qu'il est pas fou, il est sympathique. Enfin, c'est pas très intéressant. Dans le manga, le père revient, mais c'est pas après un timeskip ni quoi que ce soit. C'est lorsque Afro débarque dans l'espèce de ville ultra avancée de Justice. On voit donc l'Afrodroïde que l'on voit dans l'animé, sauf que cette fois, c'est pas un Afrodroïde d'Afro, c'est un Afrodroïde qui représente effectivement le père de Afro Samurai. Et je pense que c'était ce qu'il fallait, quoi. C'était pas besoin de faire tout un film autour de ce gars-là, mais juste représenter physiquement Afro en train de tuer son père pour symboliser le fait que finalement, la vengeance fait tellement partie de lui qu'il est capable de tuer la personne pour laquelle finalement il est rentré dans le cycle de la violence. Je trouve que c'est ce qu'il fallait faire et c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Bon, bref, tout ça pour vous dire que je préfère l'animé. Malgré toutes les bonnes idées du manga, la fin est précipitée à un niveau presque absurde parce qu'avec Kotaro qui revient adulte après des années de build-up, il meurt en une planche. C'est un post-it narratif, quoi. Afro qui passe 10 ans de catatonie à dire ouais, ben j'accepte mon destin de machine à tuer en une demi-page, comme si le manga avait soudain réalisé qu'il restait 3 minutes avant la fermeture du magasin. Je sais pas, tu sens qu'Okazaki déborde d'idées, mais il a pas pris le temps de les faire respirer. Le manga veut être mythologique, philosophique, nihiliste, spirituel, cyberpunk, tout en même temps, et encore une fois, le manga a les meilleures idées qui soient dans la franchise d'Afro Samurai, c'est juste que la majorité sont mal exécutées, tout simplement. Voilà, et donc je préfère l'animé malgré les très très bonnes idées du manga. Bon, maintenant on arrive à ce que je vous ai promis, c'est-à-dire ma version idéale d'Afro Samurai, et je vais essayer, voilà, de me piquer un peu d'écriture, et de prendre les meilleures parties de l'animé, du film et du jeu, et du manga, pour voilà, faire la meilleure version d'Afro Samurai, selon moi évidemment, hein, voilà, c'est mon avis. Donc, évidemment, on commence avec la quête de base, c'est-à-dire Afro qui part tuer Justice après la mort de son père sous ses yeux. Déjà, premier changement, character design de Rokutaro, on prend son design version Résurrection, c'est-à-dire super stokos et avec la queue de cheval. Je pense que c'est mieux parce que le design de base de Rokutaro, il est trop similaire à celui d'Afro Samurai. Donc bon, je préfère la version super balèze de Résurrection. Ça permet effectivement, oui, de donner à Rokutaro une autre vibe que clone de Afro, mais avec une cicatrice, quoi. Autre changement, et bon, je pense que vous l'attendez, on dégage Okiko. C'est-à-dire qu'on garde Otsuru du flashback, mais elle crève avec le GOAT, évidemment Sasuke, et on garde Osachi, la villageoise qui recueille Afro, après le massacre des 700 âmes. D'ailleurs, même chose, les 700 âmes, on garde le fait que, comme dans le manga, ils soient d'anciens hommes de main de Justice. On garde Ishiguro et le petit Kotaro très tôt dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas comme dans Résurrection où on les voit après le timeskip. Non, on les garde là, ça c'est très bien, pour montrer tout de suite qu'Afro reproduit déjà le cycle qu'il déteste tant. Mais le fait que Shishiguro veuille la tête d'Afro pour la donner aux 700 âmes, ça on dégage. Shishiguro veut tuer Afro pour détruire le cycle de la violence. Voilà. On conserve le frère du maître d'armes, c'est-à-dire le daimyo du jeu vidéo, ça c'est bien, parce que ça ancre le monde dans une réalité où Justice aurait placé des hommes un peu partout pour maintenir la paix. Voilà, des hommes qui sont peut-être corrompus ou peut-être brisés, ça c'est bien. On garde aussi le personnage exclusif aux 5 épisodes de l'animé, c'est-à-dire l'assassin à l'arbalète venu de l'Est, pour bien montrer que tout le monde, partout dans le monde, veut la peau d'Afro, ça c'est intéressant en termes narratifs également. Alors pour Ninja, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait en sorte que ce soit le gardien du bandeau numéro 2, ou est-ce qu'on part plutôt sur la conscience et l'ami imaginaire d'Afro? On va essayer de faire les deux. Je considère que c'est une bonne idée de faire en sorte que ce soit le gardien spirituel du bandeau numéro 2, mais il faudrait aussi faire en sorte que le bandeau numéro 2 crée un gardien à l'image de la psyché de son possesseur. Donc ça veut dire que Ninja va pas être le psychopathe qu'il est dans le manga, on garde son côté sympa, drôle, un peu lâche, qui représente l'enfance et l'humanité qui reste encore en Afro. Ça c'est une idée géniale, je ne peux pas l'enlever, vous l'aurez compris. Voilà, il essaie vraiment de convaincre Afro d'arrêter sa vengeance. Ça c'est bien ça. Ensuite, on garde le délire d'Osachi et le fait qu'il la tue et qu'il massacre le village, ça c'est très très bien. Ensuite, Afro arrive au sommet et dans la ville futuriste. On conserve bien évidemment le délire de société futuriste avec Justice qui maintient la paix dans le monde. Évidemment qu'on garde ça, c'est l'une des meilleures idées du manga. On garde l'Afro-droïde qui est le père d'Afro, pour des raisons dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, hein, voilà, la symbolique d'Afro, du serpent qui se mord la queue, voilà, d'Afro qui tue, la raison pour laquelle il est parti dans ce cycle de la violence, c'est très bien. Ninja affronté, bat le gardien numéro 1 Kogansai, ce qui va foreshadower que Justice est déjà mort, c'est pour ça que Ninja arrive à battre le mondo numéro 1. Afro débarque dans la salle du trône, il se rend compte que Justice est mort depuis le début, ça c'est bien, donc on dégage l'espèce de combat là en mode Sephiroth, en mode Final Fantasy. d'Afro versus Justice de la fin de l'animé, ça c'est très bien, on dégage. On garde le fait qu'Afro parte dans un fou rire total, qu'il parte en breakdown complet, mais par contre, il s'en sort presque immédiatement lorsqu'il voit le petit Kotaro qui arrive. Et attention, là c'est pas le Kotaro du manga en mode adulte, c'est le Kotaro petit, le Kotaro que l'on voit à la toute fin d'Afro Samurai Résurrection. Et là, évidemment qu'on conserve le même délire que dans Afro Samurai Résurrection, rien que le fait de voir Kotaro, ça le fait sortir de sa catatonie, une catatonie qui aura duré même pas 10 minutes, attention. Hein. Il lui donne le bandeau du numéro 2 en lui disant la fameuse phrase
phrase, voilà, reviens me tuer quand tu seras prêt. Et donc il accepte le cycle infini de la violence tout en sachant que c'est 20 et ellipse de 10 ans. On passe à la partie 2, donc le monde est sans Justice depuis 10 piges et il est encore plus chaotique qu'avant. Afro est donc le numéro 1 légendaire, mais il laisse vraiment le chaos s'abattre sur le monde, il fait plus rien pour lui, le cycle de la violence, il l'a accepté quoi, il a accepté. Tout le monde doit tuer tout le monde, à la limite lui s'en fout, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Et donc c'est là que la seconde quête commence, puisque on retrouve Gino et Sio, évidemment, vous ne les avez pas oubliés j'espère, d'Afro Samurai Résurrection qui débarquent. Afro bat Gino bien sûr, il bat Kuma comme dans l'animé et comme dans le manga. Il le bat sans le tuer totalement. Et oui c'est vrai que dans l'animé, Ninja disparaît durant le combat d'Afro contre Gino. Bon, dans ma version ce sera pas le cas. Ninja disparaîtra lorsque Afro enlèvera le bandeau numéro 2 pour le donner à Kotaro. Voilà. On revient à la partie 2. Gino et Sio débarquent, ils veulent ressusciter Justice eux-mêmes, et là par contre vous l'aurez compris, je modifie très clairement et très brutalement l'intrigue d'Afro Samurai Résurrection, parce que là, ils ne voudront pas ressusciter Rokutaro, le père d'Afro, ils voudront ressusciter Justice, et pas pour rien, et pour rétablir l'ordre et la paix absolue que Justice a installé dans ma version, et aussi dans la version du manga, bien sûr, c'est pour ça que la version du manga est très intéressante. En parallèle, on a Kotaro qui est maintenant adulte, et qui les aide au début sans vraiment savoir ce qu'il prépare, afin de voler les ossements de Justice. Lui, tout ce qu'il veut, c'est des infos sur le numéro 1, et je sais pas, Gino lui a dit qu'il en avait, après tout c'est pas faux, c'est son ancien meilleur ami. Mais il est pas vraiment dans leur camp. Et quand il comprend vraiment leur but, c'est-à-dire ressusciter Justice pour supprimer définitivement le cycle de la vengeance, bah Kotaro de manière ironique va se retourner contre eux, parce que ça veut dire qu'il pourra pas venger son père adoptif et il pourra pas tuer Afro si le cycle de la violence est détruit, vous l'aurez compris. Et donc dans cette seconde partie, on va retrouver les gardiens. Ninja réapparaît, puisqu'après tout Kotaro ceint le bandeau du numéro 2, sauf que cette fois il ne suivra pas Afro, il suivra Kotaro. Je pense que c'est une bonne idée. Tandis que Kugansai suit Afro, c'est normal. Donc Afro et Kotaro luttent contre Sio et contre Gino pour des raisons bien sûr différentes finalement. Et ils massacrent chacun de leur côté les amis cyborgs de Sio, qui est donc la famille adoptive cyborgisée de Sio. D'ailleurs le combat dans Afro Samurai Résurrection est vraiment super. Hein. Donc bon, dans ma version, Afro et Kotaro se battent pas forcément côte à côte, mais chacun de son côté pour tous les buter. Tu peux d'ailleurs aussi ajouter pas mal de scènes de résurrection, hein, avec Afro qui tombe sur les pauvres paysans qui veulent venger leur famille, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, quand il les défonce avec son fourreau. Sauf que contrairement au film, là cette fois il les tue vraiment. Pas de pitié, pas de fourreau, c'est un monstre et il faut qu'on le montre. Le climax arrive, Justice est ressuscité, Afro et Kotaro n'arrivent pas à empêcher Sio et Gino de le tuer. Afro donc affronte Justice, et là cette fois il l'affronte vraiment. Justice est beaucoup plus fort que lui, et au moment où Afro est sur le point de crever, Kotaro intervient. Et donc à deux, voilà les ennemis de toujours finalement, bah, c'est un de mes troupes préférés, s'allient et se battent côte à côte pour abattre Justice une bonne fois pour toutes. Et je vois bien l'intervention de Kotaro au moment où Justice fait émerger son troisième bras de son dos, comme dans l'animé, sauf que bon, au lieu de le bloquer avec le Pain d'Otsuru, bah, comme dans l'animé, ce serait Kotaro qui bloquerait l'attaque, hein, dans une intervention qui tomberait à pic. Je pense qu'en termes de mise en scène, ça peut vraiment bien pulser. Et donc, le film s'arrête avec le vrai final, c'est-à-dire Afro et Kotaro face à face, qui s'entretuent. On voit le combat commencer, mais on coupe juste avant le coup fatal. Voilà, on balance les crédits. On passe peut-être sur un plan du bandeau, et on sait pas si c'est le numéro 1 ou le numéro 2, aspergé de sang. On saura jamais qui a gagné. Et franchement, on s'en fout de qui a gagné. Qui a gagné entre Kotaro et Afro, on s'en bat les couilles. Parce que finalement, celui qui gagne réellement, c'est le cycle de la violence, puisqu'il continue. Peu importe qui porte le bandeau, Afro est pleinement conscient de l'absurdité de tout ça. Kotaro également, mais ils peuvent plus s'en sortir, que ce soit lui ou que ce soit l'autre. Ils ne veulent pas détruire le cycle de la violence. Voilà, que ce soit Afro ou Kotaro qui gagne, on s'en bat les couilles. Donc voilà, ce serait ma version ultime d'Afro Samurai. J'espère que j'ai pas été trop confus. Ça va être compliqué peut-être pour certains de comprendre. Pas parce que vous êtes bêtes, hein, mais parce que j'ai très mal expliqué. Aussi autre chose, désolé, hein, cette vidéo sera complètement WTF. Dans Afro Samurai Résurrection, lorsque Shishigoro et Afro se battent, Afro arrive à le tuer en utilisant, bien sûr, voilà, le DJ en tant que bouclier humain. Et je vous avais dit tout à l'heure que dans le manga, l'équivalent de cette scène, c'est juste Afro qui utilise la pauvre handicapée comme bouclier humain. Je pense que tu peux mixer les deux. Dans ma version, je ferai en sorte que Afro utiliserait la pauvre fille paraplégique comme bouclier humain pour tuer Shishigoro, lui utiliser le DJ. Voilà. Je voulais finir ma vidéo là-dessus. Je finis la vidéo là-dessus, voilà, sur une pauvre paraplégique qui a rien demandé, qui va se faire découper. Bon, en espérant que la vidéo vous ait plu, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui va la regarder, Afro Samurai, c'est pas forcément très populaire, mais bon, écoutez, moi ça me fait plaisir. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma version, prenez soin de vous et à la prochaine.